Bonjour, bienvenue à ma présentation, qui est une présentation que j'ai effectuée à l'université où je fais présentement ma maîtrise en physique. Ma présentation consistera à les effets de l'activité physique sur le corps et la santé. Voici un plan de la présentation. Les effets principaux que le sport fait sur la santé, c'est une des choses que je vais parler de. Mais également, je vais parler des effets métaboliques et le système endocrinien. Et je vais également parler des effets psychologiques et cognitifs et d'ailleurs également les maladies qui peuvent être prévenues avec le sport. Il y a plusieurs raisons pourquoi on devrait faire de l'exercice et voici 50 d'entre eux que certains d'entre eux, je vais les expliquer dans la présentation qui suit. D'ailleurs, le sport peut réduire le stress, augmenter le système immunitaire, améliorer l'estime de soi et réduire le mauvais cholestérol et j'en passe. Voici les effets principaux que le sport a sur le corps. Au début d'une activité physique, le cerveau va envoyer un message aux glandes surrénales, une glande qui se situe au-dessus des reins et qui va relâcher alors de l'adrénaline dans le sang. L'adrénaline va faire augmenter le rythme cardiaque, la respiration et la pression sanguine pour augmenter l'apport d'oxygène aux muscles, qui ont besoin d'ailleurs de cette énergie-là. L'adrénaline, qui peut également s'appeler épinéphrine, a aussi un effet sur le foie. Il va commander au foie de dégrader le glycogène. Le glycogène est une façon pour le foie de stocker l'énergie du corps quand il n'y en a pas besoin. Donc, le glucose va être attaché à une protéine. On voit d'ailleurs la figure ici, une protéine qui est capable de stocker beaucoup de glucose. Et ce glycogène-là va être dégradé pendant le sport grâce à l'adrénaline pour fournir de l'énergie au corps. Donc, du glucose dans le sang va augmenter. À long terme, il y a des effets. Les poumons vont augmenter la quantité de nombre d'alvéoles dû à une activité physique aérobique constante, assez régulière. C'est ça, le nombre d'alvéoles va augmenter l'efficacité des poumons, mais aussi le diaphragme et les autres muscles respiratoires vont se renforcer, rendant la respiration beaucoup plus efficace et beaucoup plus qui prend beaucoup moins d'énergie d'ailleurs. Une autre chose qui va augmenter, c'est le volume respiratoire qui est directement traduit de cette façon de tidal volume. C'est ça, ce volume-là va augmenter et qui est la différence de volume entre une inspiration normale et une expiration normale. Donc, quand tu expires, le volume des poumons ne vient pas nul. Le volume n'est pas zéro, il reste encore de l'air, un peu de CO2 dans les poumons. Et c'est ça, je parle pas d'inspiration ou d'expiration exagérée, vraiment totalement normale. Cette différence de volume-là va augmenter avec le sport, donc le corps va être plus efficace, le poumon va être plus efficace à expulser le CO2 qui n'a plus besoin et beaucoup plus capable d'inspirer beaucoup d'oxygène dans une respiration parfaitement normale. Aussi, il va y avoir une augmentation de la quantité de vaisseaux sanguins autour des alvéoles, donc on voit les alvéoles ici. C'est ça, la quantité de vaisseaux sanguins va augmenter et donc ça va favoriser l'échange de gaz entre les alvéoles et les vaisseaux sanguins. La pression sanguine pendant le sport, la pression sanguine, comme je l'ai dit tantôt, va augmenter. Donc, pourquoi? C'est pour augmenter l'apport d'oxygène vers les muscles. Elle va augmenter. Et cette augmentation de pression sanguine va diminuer par la suite après le sport dû à la dilatation des vaisseaux sanguins causée par le sport. Et ce qui est intéressant par ça, c'est que le fait que ça diminue la pression sanguine, pour les personnes qui font beaucoup d'activité physique, ça va diminuer drastiquement les chances de haute tension. Donc plus que 140 mm de mercure, diminuer le risque de hypertension,
de plus de moitié pour les hommes et de 25% pour les femmes. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que la haute pression peut augmenter les risques de plusieurs maladies, dont les crises cardiaques, les ACV, les encéphalopathies hypertensives, qui est typiquement une augmentation de la pression intracrânienne qui peut avoir des répercussions sur le cerveau, mais aussi d'autres maladies. Une autre maladie qui peut augmenter par l'augmentation de la pression sanguine, c'est les accidents cérébrovasculaires ou les ACV. D'ailleurs, une personne de 50 à 59 ans, si sa pression sanguine augmente de 120 à 160 mm de mercure, ses risques de mortalité vont augmenter de plus de 16. Donc, on voit donc le graphique là, ça augmente beaucoup proportionnellement. Les risques de mourir augmentent quasi proportionnellement à la pression sanguine. Il y a deux types d'accidents cérébrovasculaires. Il y a ceux qui sont de type hémorragique et ceux qui sont de type blocage. Type hémorragique, il va y avoir une veine, vaisseau sanguin qui va éclater dans le cerveau et le sang qui s'en découle va exercer une pression sur le cerveau qui peut causer la mort de neurones et donc avoir des répercussions sur la personne directement. Il peut y avoir aussi un blocage qui va diminuer l'apport d'oxygène dans une partie du cerveau et qui peut également avoir des répercussions sur la vie de la personne. Et d'ailleurs, justement, peut être mortel. Bon, l'endothélium vasculaire, c'est une couche, la couche de cellules qui est directement en contact avec le sang dans les vaisseaux sanguins. Puis elle va s'adapter à l'exorcisme. Dans le genre, elle va devenir beaucoup plus flexible. Puis elle va aussi s'adapter à des endroits où le corps n'est pas actif. Donc, par exemple, disons qu'on fait de la course. Donc, on penserait que ça serait simplement les vaisseaux sanguins des muscles de la jambe qui s'adapteraient, mais il peut avoir aussi une adaptation au niveau des vaisseaux sanguins des autres muscles, des vaisseaux sanguins du cerveau, de la peau, et etc. Puis, cette adaptation-là se fait en premier lieu dû à une augmentation du stress mécanique causé par l'augmentation de la pression sanguine pendant le sport. Et c'est ça qui va causer justement une adaptation, mais il y a aussi d'autres façons que les vaisseaux sanguins vont s'adapter. En premier lieu, dû à des myokines, dû à la contraction des muscles qui vont être relâchés, mais aussi par exemple à l'adiponectine qui va être relâchée par les cellules adipeuses pendant le sport, et aussi l'insuline peut avoir un effet sur l'adaptation de l'endothélium vasculaire. Je vais vous parler un peu du métabolisme de l'insuline et du glucagon qui contrôle le taux de glucose dans le sang. Prenons un exemple, par exemple, d'un repas assez sucré. À cause de ça, il va y avoir une augmentation du glucose dans le sang. Et ce que le corps va faire pour diminuer le taux de glycémie, il va relâcher de l'insuline. Et cette insuline-là va s'attacher à certaines cellules, particulièrement les cellules du foie, et il va coordonner à ces cellules-là d'absorber le glucose et de le transformer en glycogène. Le glycogène, comme je l'ai dit, c'est une façon de stocker le glucose. Ils vont stocker le glucose, source d'énergie, et là, le taux de glycémie dans le sang va diminuer. En plus de ça, il y a aussi un autre hormone qu'on appelle le glucagon, qui fait exactement l'inverse et qui va demander aux cellules, particulièrement du foie, de relâcher de nouveau ce glucogène en glucose dans le sang, par exemple pendant un sport où on a besoin d'énergie. Il est intéressant de s'apercevoir que le glucagon et l'épinéphrine ensemble ont ce pouvoir-là sur le foie
pas juste le glucagon, l'épinéphrine qui est l'adrénaline, a aussi comme effet de relâcher l'énergie du foie. En plus de ça, l'adrénaline aussi a un effet sur les cellules musculaires, où ce qu'elle va également commander au glycogène des muscles d'être relâché, d'être utilisé comme source d'énergie. Voici un graphique des sources d'énergie utilisées par le corps pendant un exercice de type aérobique. Donc, à 0 minute, l'activité physique commence. Et là, on peut voir les sources d'énergie de l'activité physique elle-même, où est-ce que le corps va aller chercher son énergie. Initialement, il va le chercher sous forme d'ATP et de phosphate de créatine. Donc, l'ATP, qui est une source immédiate d'énergie et qui peut fournir beaucoup de puissance. Puis également, il y a la phosphate de créatine qui, elle, est une façon temporaire de stocker l'ATP. Par exemple, si initialement la cellule a créé beaucoup d'ATP pour une activité physique, puis tu l'as pas tout pris, puis tu as arrêté dans l'activité physique, ben il y a quand même beaucoup d'ATP dans cette cellule-là. Donc, pour être capable de l'utiliser plus tard, on peut par exemple le stocker sous forme de phosphate de créatine, qui est une façon temporaire de stocker l'énergie de l'ATP. Après ça, après une minute environ d'activité physique, ça va être plus au glycogène des muscles qui va fournir l'énergie de façon anaérobique. Après 3 minutes, ça va être devenu aérobique. De nouveau, le glycogène des muscles, le glucose du sang, particulièrement également le glycogène venant du foie qui a été dégradé en glucose pour élever le niveau de glucose dans le sang. Probablement surtout après que le glucose le glucose du sang va avoir pas mal tout été pris. Je suppose qu'il y a un effet avec l'insuline là-dedans un peu, là, parce que si le foie relâche trop de glucose, probablement il va avoir un équilibre avec l'insuline. Je ne suis pas certain comment ça va. Après 4 minutes, il va avoir les tissus adipeux contient des triglycérides du foie, du gras, qui va être alors utilisé comme source d'énergie. Aussi, les acides gras dans le sang vont être utilisés comme source d'énergie. Les effets métaboliques. Durant un exercice de très haute intensité qu'on n'est pas habitué, il va y avoir une accumulation de AMP. Qu'est-ce qu'est l'AMP? C'est OK, l'ATP est une source d'énergie, c'est de l'adénosine triphosphate, ce qui veut dire qu'il y a 3 phosphates. Et quand il perd un phosphate, il peut donner une énergie au muscle pour l'utiliser pour se contracter. Après ça, il y a l'ADP, que l'adénosine diphosphate, il y a 2 phosphates. Ces 2 adénosines diphosphates peuvent être utilisés pour faire un ATP et un AMP. C'est qu'il y a 2 phosphates chacun, soit il y en a un d'eux autres qui va donner un phosphate à l'autre pour que ça devienne de nouveau un triphosphate, qui est 3 phosphates, et là, il va rester justement un seul phosphate qui va être l'AMP. Mais le muscle va simplement faire ça, transformer l'ADP en ATP, lorsqu'il n'y a plus beaucoup de sources d'ATP et que c'est une activité physique justement qu'on n'est pas habitué. Tu vas avoir une accumulation d'AMP dans le sang, dans dans les muscles. Et quand le corps voit ça, il va dire OK, je suis pas habitué à faire cette activité physique-là. Puis à cause de ça, j'ai vraiment de la misère à fournir l'énergie nécessaire. So, il y a une accumulation d'AMP dans mes muscles. Puis ce que je vais faire, je vais augmenter la quantité de mitochondries pour être capable de fournir beaucoup plus d'ATP en très peu de temps. Parce qu'une mitochondrie va être capable de traiter du glucose en parallèle à l'autre, puis
ça va permettre de fournir 2 fois plus d'ATP en même temps, pour s'il y a une mitochondrie de plus. Je dis ça comme exemple. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a une seule mitochondrie dans la cellule, mais c'est juste pour dire. L'augmentation des radicaux libres. Pendant une activité physique, il va y avoir une augmentation des radicaux libres dû au fait qu'on respire beaucoup plus d'oxygène puis on utilise beaucoup plus de glucose. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je vais m'expliquer. Normalement, on prend l'oxygène et les glucoses, puis on transforme ça en ATP et il va y avoir comme déchet de l'eau puis du CO2. Ça arrive seulement 98% du temps. En fait, 2% du temps, ça ne marchera pas. Cette réaction-là ne marchera pas. Puis il va y avoir de temps en temps où il va y avoir formation d'un radical d'oxygène. Puis on va juste l'appeler radical libre. Puis ces radicals libres-là peuvent être très dangereux pour la cellule, peut dommager la cellule et particulièrement peut attaquer l'ADN et causer des mutations génétiques qui peut d'ailleurs augmenter les chances de cancer. Puis quand tu fais du sport, à cause que tu utilises beaucoup plus d'oxygène, puis qu'il va y avoir encore 2% de la respiration cellulaire qui va causer des radicaux libres, la quantité de radicaux libres va augmenter. Puis le corps peut habituer à cette augmentation de radicaux libres-là. Surtout si c'est une nouvelle activité physique qu'on n'est pas habitué à. Dans ce temps-là, ça va être important d'avoir une source d'antioxydants venant de la diète pendant cette période-là. Les antioxydants sont des molécules qui peuvent attaquer, entre guillemets, ou détruire les radicaux libres. Puis justement, remettre ces molécules-là, qui sont des radicaux libres, à un niveau stable qui est sans danger pour le corps. La diète, par exemple, vitamine C, vitamine E, vitamine A, peuvent être utilisées pour justement transformer ces radicaux libres-là en molécules normales. Puis aussi d'autres molécules, je dirais un peu aléatoires dans le corps qui peut aussi contribuer à ça, particulièrement ceux causés par le métabolisme du corps, tels que les glutathiones, l'ubiquinol et l'acide urique peuvent être utilisés également comme des antioxydants, même s'ils sont des résultats du métabolisme du corps, peuvent également avoir un effet. Donc, OK. Venant de ta diète, ces molécules-là, vitamine C, vitamine E, etc., tu dois les manger plus que d'habitude au début d'une activité physique parce que ton corps ne s'est pas encore adapté à cette nouvelle augmentation de radicaux libres. Après un certain temps, il va y avoir une augmentation d'enzymes qui, leur tâche sont exactement ça, de réduire les radicaux libres en molécules normales. Ils vont avoir une augmentation de ces enzymes-là. Puis là, ton corps va être capable de nouveau d'attaquer, il va être maintenant adapté à ce nouveau sport-là. Puis là, il va y avoir beaucoup moins de conséquences face à ça. Et deux de ces molécules-là, de ces enzymes-là, qui vont être augmentées pendant le sport, ça va être la spironolactone dismutase et le glutathion peroxydase, qui vont être augmentés pendant le sport. Puis il va y avoir aussi des enzymes de réparation de l'ADN qui vont augmenter aussi. Dans ces deux enzymes-là, particulièrement que je parle, par exemple, le spironolactone dismutase va avoir comme effet d'anéantir les radicaux superoxydes et le transformer en oxygène normal ou en peroxyde d'hydrogène. Mais le peroxyde d'hydrogène est aussi dangereux pour la cellule, puis le glutathion peroxydase va le transformer de nouveau en eau. Puis il peut aussi transformer les lipides peroxydés en alcool. Maintenant, je vais parler du système endocrinien, qui est techniquement les organes dans le corps qui sont responsables de
relâchement d'hormones, dont ici l'endorphine, hormone de croissance humaine, testostérone, et vous les voyez vous-même. Je vais parler d'abord de l'endorphine. L'endorphine, c'est une molécule qui est relâchée par le cerveau pendant un sport qui donne de la douleur beaucoup. Donc, un sport douloureux. L'endorphine va être relâchée comme but de masquer la douleur. C'est une action analgésique. En général, tous les sports de haute intensité vont avoir une certaine douleur, vont causer de la douleur. Donc, il va y avoir justement un relâchement d'endorphine qui a une action analgésique. Puis les endorphines aussi ont un effet sédatif. Ils vont calmer la personne. Ils vont donner également une sensation d'euphorie et de sentiments positifs dans tout le corps, donc un genre de bien-être. Pour cette raison, le sport a la capacité de réduire le stress, réduire ou prévenir l'anxiété, améliorer le sommeil et améliorer l'estime de soi. Maintenant, parlons de l'hormone de croissance humaine. L'hormone de croissance humaine favorise l'entrée des acides aminés dans les cellules, augmente le taux de synthèse des protéines musculaires. Je ne l'ai pas encore dit, mais elle est augmentée aussi pendant le sport, de type anaérobique, en guillemets. C'est plutôt lorsque le niveau de acide lactique dans le sang est rendu à un niveau suffisant pour que la glande pétuniaire relâche des hormones de croissance. Ça va augmenter l'entrée des acides aminés dans les cellules, augmenter le taux de synthèse des protéines musculaires, augmenter le taux de lipose. Lipose, c'est typiquement transformer le gras qui est stocké dans les cellules adipeuses en acide gras pour que les muscles peuvent les utiliser comme source d'énergie. Donc, ça fait maigrir. Ça va stimuler la production de IGF-1, qui est le facteur de croissance ressemblant à l'insuline. Facteur de croissance 1 ressemblant à l'insuline par le foie. Puis ça va augmenter aussi les fonctions du système immunitaire. C'est ça. Donc, quand on voit la figure, ça va faire croître les muscles et le facteur de croissance 1 ressemblant à l'insuline va augmenter la croissance des os. Je vais parler plus tard de... OK. So, ici, on montre l'effet de l'exercice aérobique sur l'hormone de croissance humaine. Donc, on voit que pour un exercice anaérobique, c'est beaucoup plus favorable d'espacer les activités physiques pour augmenter le relâchement de hormones de croissance humaine. Comme on voit ici, si on a des activités physiques qui sont séparées de 1h30 versus plus de 4 heures, ceux qui sont séparés de 4 heures vont permettre un plus gros relâchement de hormones de croissance et donc accélérer le grossissement des muscles et des os. Donc, c'est important pour les personnes qui, par exemple, veulent faire beaucoup de musculation chaque jour qu'ils espacent leur activité physique le plus possible. Je vais parler maintenant du facteur de croissance 1 ressemblant à l'insuline. C'est une hormone de croissance humaine. C'est un médiateur de l'effet de l'hormone de croissance humaine. Elle augmente la production de protéines musculaires et la restructuration mécanique des tissus musculaires. Elle stimule la production de cellules satellites musculaires. Les cellules satellites sont des cellules qui sont... des cellules, comment je pourrais dire... Ces cellules-là sont une sorte de... C'est une cellule qui va permettre la croissance de nouveaux muscles. Ou je pense même que c'est une sorte de muscle primitif. Non, pas primitif, je dirais. C'est ce que le muscle est avant qu'il croît. Il y a des cellules satellites, puis eux autres peuvent se transformer en muscles, en fibres musculaires. Donc, ça stimule la production de ces cellules-là. Ça va augmenter la croissance des muscles squelettiques, comme on peut voir. Et j'ai aussi dit les os tantôt, mais c'est aussi augmenter la croissance du cartilage, du foie, des reins, des nerfs, de la peau et des poumons. Ça a un effet partout dans le corps. Et pour ça, c'est très intéressant. Donc, ça ne va pas avoir juste un effet sur les muscles squelettiques utilisés, actifs, mais partout sur le corps. Et ça va augmenter la création de cellules sanguines.
Ça a beaucoup d'effets bénéfiques sur le corps. Puis en plus de ça, ça s'attache les récepteurs auxquels il s'attache, c'est aux récepteurs de facteur 1 de croissance ressemblant à l'insuline et aussi aux récepteurs d'insuline eux-mêmes. Ce qui augmente la production de cette hormone-là, c'est le stress mécanique qui cause des perturbations cellulaires qui vont permettre le relâchement de cette hormone. La testostérone, une hormone assez connue qui stimule la production de cellules satellites musculaires, qui favorise la synthèse de protéines musculaires et inhibe la dégradation des protéines musculaires. Donc, ça fait grossir les muscles, évidemment. Ça a aussi comme effet d'améliorer l'humeur, l'estime de soi. Ça augmente également les capacités cognitives, dont ceux visuospatiales, améliore la motivation et la concentration, améliore le sommeil et le niveau d'énergie. Malheureusement, ça a aussi des effets négatifs en grande quantité. Ça peut diminuer l'empathie et ça peut augmenter l'agressivité. L'hypertrophie des muscles, ça cause évidemment l'hypertrophie des muscles, mais à cause de ça, parce que les muscles sont hypertrophiés, ils ont plus de facilité à métaboliser les triglycérides et diminuent donc les risques d'obésité. Donc, en place d'être stockés sous forme de cellules adipeuses, l'énergie va être rapidement utilisée par les muscles, donc moins de chances d'obésité. Ça diminue la fatigue musculaire parce que de plus d'efficacité, de plus de muscles pour faire une même chose. Puis avec l'âge, ça va diminuer les risques de chute et de fracture. Je parle des personnes âgées. Puis à cause de ça, c'est sûr que les fractures pour les personnes âgées peuvent être dangereux pour leur vie, donc c'est une bonne chose. Puis ce qui augmente la production, c'est des exercices anaérobiques de haute intensité qui créent de l'acidose, donc de l'acide lactique. Un bon sommeil. Un bon sommeil. Suffisamment. Surtout le sommeil REM. Puis évidemment, qu'est-ce qui augmente la testostérone? C'est l'exercice des grands groupes musculaires. Puis ça peut être soit sous un training de haute intensité par intervalle ou médium intensité. L'adiponectine, qui est sécrétée par les tissus adipeux blancs en conséquence des exercices, un effet antidiabétique en augmentant la sensibilité à l'insuline au niveau des muscles squelettiques et du foie. C'est l'hormone de combustion des graisses. Elle a également un effet anti-inflammatoire. Elle diminue également la probabilité du syndrome métabolique. Elle contribue à le grossissement de l'hippocampe dans le cerveau, qui va avoir comme un effet d'avoir des effets antidépressifs, qui a été démontré chez la souris. Également, on va avoir une adaptation de l'endothélium vasculaire, comme on avait parlé plus tard, plus bonheur. La génétique a également un effet. Inversement, je veux dire, le sport peut avoir des effets génétiques. C'est assez impressionnant dans le sens que faire de l'activité physique peut activer ou inactiver des gènes, donc changer son propre ADN. Par exemple, des gènes de prédisposition à diverses maladies métaboliques sont inhibés, diminuant le risque de développer une de ces maladies. Ce qui est très intéressant, donc tu peux diminuer tes risques de des maladies génétiques seulement en faisant du sport. Côté système immunitaire, puisque le sport diminue le stress, eh bien, à cause de ça, puisque le stress diminue le système immunitaire, diminue l'activité du système immunitaire, faire du sport diminue justement, augmente l'activité du système immunitaire et donc augmente la résistance aux infections. Le sport aussi augmente le nombre de macrophages, ces petites cellules qui ont la capacité de manger des bactéries. Évidemment, comme j'ai dit, ça augmente l'efficacité du système immunitaire de faire du sport, mais trop est mauvais pour la santé. En fait, trop faire de sport, comme le monde est graphique, peut
avoir un effet complètement plus élevé que pas faire de sport. Donc, trop de sport peut être plus dangereux que pas en faire. Trop de sport. En fait, on voit ici sur le graphique que les chances d'avoir une infection augmentent drastiquement quand on fait trop de sport par rapport à une personne qui n'en fait pas. En effet, il va y avoir une diminution du nombre de globules blancs, un natural killer, puis une diminution des neutrophiles, de la fonction des neutrophiles et une diminution du anticorps immunoglobuline. C'est pas mal le contraire quand tu fais du sport. Du sport non, pas trop de sport. Tu vas avoir une augmentation au contraire par rapport à une personne qui ne fait pas de sport. Tu vas avoir une augmentation des cellules natural killer, une augmentation des fonctions des cellules T-cells, cellules T, puis une augmentation du anticorps immunoglobuline. Maintenant, les effets psychologiques et cognitifs du sport. Selon des chercheurs du Boston University School of Medicine, certains hormones, dont la concentration hormone pendant l'exercice, pourraient améliorer la mémoire. Ces hormones sont le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, que je vais appeler maintenant BDNF, facteur de croissance de l'endothélium vasculaire, on a déjà parlé de l'endothélium vasculaire, mais ici, cette hormone-là, c'est la VEGF. Le facteur de croissance 1 ressemblant à l'insuline, qu'on a également déjà parlé de, qui est le facteur de IGF-1. Donc, ces hormones en particulier ont un effet sur l'hippocampe, qui est une partie du cerveau qui est responsable de la mémoire et l'apprentissage. Et la BDNF aide à contrôler les communications entre les neurones en stimulant la croissance et la maturation des nouvelles cellules de l'hippocampe. La BDNF a également un effet sur le système nerveux périphérique, donc les nerfs au-delà du cerveau, partout dans le corps, et également le cortex qui est responsable de la mémoire, de l'attention, de la perception, de la conscience, de la pensée et du langage. Mais aussi le prosencéphale basal, qui est l'endroit majeur dans la production du neurotransmetteur acétylcholine, qui possède, et ce neurotransmetteur-là est responsable des effets de plasticité synaptique, donc la capacité à faire des connexions, nouvelles connexions, et à l'apprentissage, qui est pas mal justement qu'est-ce qui est l'augmentation des connexions, le changement des connexions synaptiques. Et le VEGF, son nom le dit, on l'a pas mal. Son nom lui dit lui-même que ça va déclencher la formation de nouveaux vaisseaux sanguins dans le cerveau et donc augmenter l'apport d'oxygène et de minéraux, etc. aux cellules du cerveau. L'action de l'hormone de croissance et de l'IGF-1 sur le cerveau est la moléculaire. Donc, ça va améliorer ces effets-là. Ces hormones-là vont augmenter l'appétit, les fonctions cognitives, l'énergie de la personne, la mémoire, l'humeur, le sommeil et le bien-être. En plus d'avoir des effets de protection neurologique, donc diminuer des effets dégénératifs des cellules, surtout avec l'âge, mais aussi stimuler la neurogénèse, donc production de neurones, et la neuroplasticité, capacité à faire des nouvelles connexions synaptiques, en augmentant également le nombre d'astrocytes, qui sont les cellules qui sont responsables de transporter l'énergie des vaisseaux sanguins aux neurones, mais aussi l'augmentation des cellules endothéliales, donc vaisseaux sanguins, encore là, c'est l'amélioration des vaisseaux sanguins. Oligodendrocytes vont également augmenter, qui sont les cellules qui sont responsables des gaines de myéline. Et la myéline a comme effet c'est les cellules qui vont permettre de créer les gaines de myéline autour des neurones, et ces myélines-là ont comme effet d'augmenter la vitesse des impulsions nerveuses et de prévenir les pertes d'énergie des impulsions, et donc va augmenter l'efficacité des messages qui sont envoyés, en plus de
augmenter leur vitesse. Donc, contribuer évidemment à augmenter les capacités cognitives. La sérotonine, qui est une neurotransmetteur de la bonne humeur dans le cerveau, qui a comme effet de contrôler la température du corps, les comportements alimentaires, le cycle du sommeil, la douleur, l'anxiété. Donc, au taux de sérotonine va diminuer l'anxiété, l'humeur, qui va décider si on est de bonne humeur ou non, et le contrôle moteur. Des études ont montré que l'exercice augmente le taux de sérotonine extracellulaire, donc en dehors des neurones, et un de ces métabolites dans différentes zones du cerveau, y compris l'hippocampe et le cortex. L'activité motrice augmente le taux d'activation des neurones sérotoninergiques et en résulte une augmentation de la libération et de la synthèse de sérotonine. Donc, l'activité motrice, dont justement le sport, va augmenter le taux d'activation des neurones sérotoninergiques. Les neurones sérotoninergiques, c'est les neurones qui sont responsables de la production de sérotonine dans le cerveau. Mais on n'est pas encore sûr. Il y a des hypothèses, on n'est pas encore sûr. La recherche n'est pas encore à ce niveau-là assez poussée pour donner la raison principale de pourquoi le sport augmente la bonne humeur. Est-ce à cause des endorphines, de l'augmentation du flux sanguin cérébral, ou à cause d'une amélioration du sommeil, ou un changement de concentration des monoamines, comme je viens de dire, sérotonine, il y a aussi la dopamine, etc. Est-ce un effet social? Parce que, on va socialiser plus en faisant du sport, ou est-ce à cause de l'estime de soi? Maintenant, l'allopregnanolone, qui est une hormone qui va augmenter en proportion avec la sérotonine. Quand la sérotonine va augmenter, il va y avoir une augmentation de l'allopregnanolone. Cette hormone-là va avoir un effet sédatif, anxiolytique, donc calmer et diminuer le stress, l'anxiété, et il va avoir des effets antidépressifs, neuroprotectifs et analgésiques, antidouleurs, en d'autres mots, et également, surprenamment, des effets anticonvulsants, donc diminuer la probabilité de crise d'épilepsie. Et en d'autres mots aussi, puisque c'est à cause de la sérotonine, plus de sérotonine égale plus de allopregnanolone, juste être heureux va diminuer tes risques de crise d'épilepsie. Ce qui est intéressant à ça. Mais aussi, cette hormone-là a également comme effet de diminuer la mémoire, ce qui est un peu bizarre, dans le sens que ça peut devenir très complexe, tous ces molécules-là et ces hormones-là, parce qu'on avait dit plus de bonheur que ça augmentait les effets cognitifs. Donc, c'est un peu... il y a plein de choses à prendre en compte et ça peut devenir rapidement complexe tout ça. Maintenant, les troubles anxieux, qui sont des maladies mentales les plus courantes. Une personne sur 4 au monde va un jour avoir un trouble anxieux. Les troubles anxieux sont des niveaux d'anxiété qui sont plus élevés que devrait normalement le corps réagir à une situation. Donc, tout le monde est anxieux et c'est normal et c'est pas un trouble anxieux. Si par exemple, je sais pas, tu tombes d'un ravin dans l'eau, ben évidemment ton niveau d'anxiété va augmenter drastiquement et tu vas avoir beaucoup peur. Et c'est parfaitement normal. Mais si tu survis et encore un an plus tard, tu es encore stressé, et là, ben, c'est un trouble anxieux. Je dis un an, mais ça peut être juste un mois. Si tu es encore stressé tous les jours à cause de ça, c'est un trouble anxieux. Et c'est causé par... il y a plusieurs choses qui peuvent causer des troubles anxieux. C'est une maladie. Ce qui est intéressant, c'est que le sport peut diminuer les risques de troubles anxieux de près de moitié si le sport est fait de façon régulière. Et que habituellement, tu n'es pas une personne qui fait de l'activité physique. Donc, c'est assez intéressant dans le sens que ça diminue les risques de moitié pour les phobies,
l'anxiété sociale, l'agoraphobie, qui est la peur d'aller trop loin de chez soi et la peur d'être en public, par exemple, peur de faire des crises de panique en public peut être un exemple. Parce que l'agoraphobie est souvent reliée aux crises de panique. Les crises de panique également. Et l'anxiété généralisée, les troubles d'anxiété généralisée, qui est techniquement de l'anxiété qui est là, présent pratiquement tous les jours pendant 6 mois. Et c'est des niveaux d'anxiété très élevés. Ces maladies-là sont capables d'être diminuées avec le sport, ce qui est très intéressant. Et diminuer tes risques aussi d'avoir des troubles d'anxiété. Le cancer également, et les risques sont diminués. Ça a été prouvé particulièrement que les risques de cancer du sein et du côlon sont diminués de façon significative pour une personne qui fait de l'activité physique. Mais ici, on a des résultats de Blair et al. De 1989 et de Paran, Barger, Hyde et Wing de 1987. Et ces résultats-là montrent que les risques de cancer diminuent avec le sport. Donc, dans le sens qu'une personne, un homme qui fait du sport de façon intense versus quelqu'un qui ne fait pas de sport a 4,3 fois moins de chances d'avoir un cancer, et pour les femmes, c'est de 16,3 fois moins de chances d'avoir un cancer, probablement à cause des cancers du sein. En plus de ça, si tu fais plus que 500 calories par semaine de sport, que tu brûles ces quantités de calories-là par semaine, tu vas passer de 1,5 à 1. Donc, 1,5 sur 1, je dirais 1,0 sur 1,5 moins de chances d'avoir un cancer. Il y a plusieurs maladies qui peuvent être prévenues avec le sport, particulièrement les maladies cardiovasculaires, les ACV causées par les hautes pressions, le diabète de type 2, et certains cancers, la dépression, les infections, les troubles anxieux, certaines maladies génétiques métaboliques, accélération du vieillissement due aux radicaux libres, des démences, l'Alzheimer, le Parkinson, les crises d'épilepsie, les dépôts de cholestérol, l'asthme, bronchite chronique et j'en passe. Merci de m'avoir écouté. Ici, c'est écrit question parce que c'est exactement la présentation que j'ai montrée aux gens en personne, mais vous pouvez également poser vos questions ici dans la partie commentaires. Et merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube Chlorovirus et également vous inscrire à la page Facebook de Chlorovirus. Merci et à la prochaine.